Donc, bonjour encore une fois. Nous sommes déjà rendus à la dernière plénière de la conférence. Et ça fait 1 jour et demi qu'on discute de gros enjeux, de la crise climatique, la crise du logement, la crise de l'inclusion, tous les efforts nécessaires pour une réconciliation véritable. Et on croyait que c'est important de voir comment ces enjeux se vivent sur l'île de Montréal. Et de voir de façon concrète comment la mairesse a ouvert la porte lors de ses commentaires de bienvenue hier sur les partenariats qui existent déjà, mais aussi des partenariats qu'elle espère voir émerger pour aller plus vite, pour rencontrer l'ampleur des défis qui nous font face. Et on l'a vu, pour ceux qui ont regardé les résultats de l'élection hier soir, Montréal était plutôt différent du reste de la province. Donc, il y a une expérience particulière à partager là-dessus aussi. Mais avant tout ça, j'aimerais vous introduire à la modératrice pour la session de ce matin, Émilie Nicolas. Émilie est chroniqueuse au Devoir, à la Gazette, et commentatrice, analyste, conférencière, éducatrice sur les politiques publiques, l'équité des droits de la personne, la coopération internationale et les questions de race et de genre. Elle contribue régulièrement aux émissions Power and Politics et Let's Go de CBC, ainsi qu'à Power Play à CTV, et a été publiée dans plusieurs revues, magazines et journaux, tant en français qu'en anglais. Plus récemment, elle a remporté le prix d'excellence 2020 du magazine culturel Stodep pour le meilleur essai pour un article paru dans la revue Liberté, qui est une revue incontournable si on est intéressé aux idées au Québec. Donc, bienvenue, Émilie. Nous sommes ravis de pouvoir te revoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Ça fonctionne? Oui. Bon, juste ici. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, nous en sommes déjà au panel de clôture pour cette conférence. Et puis, en discutant avec les organisateurs, on avait envie essentiellement de vous parler de ce qui est en train de se passer à Montréal. Comme Jean-Marc l'expliquait dans ma présentation, je suis une personne qui est active dans les mouvements sociaux à Montréal depuis plus d'une décennie, qui est maintenant passée en bonne partie du côté des médias. Mais je me souviens, il y a quelques années, lorsqu'on était dans les mouvements sociaux et qu'on essayait d'avoir des conversations avec les gens dans le milieu de la philanthropie, versus ce que c'est maintenant avec le nouveau leadership qui est en train de prendre sa place dans le milieu philanthropique à Montréal. Il y a beaucoup de changements qui sont en train de se mettre en branle dans le milieu philanthropique à Montréal, notamment sur les questions de changements systémiques, de justice sociale, la façon dont les fondations sont capables ou non de répondre à des enjeux de ce type-là dans l'écosystème. Donc, en fait, j'avais envie de passer cette heure-là avec vous à essentiellement poser des questions à mes panélistes pour mettre en relief cette histoire-là, raconter l'histoire de ce qui est en train de se passer dans le milieu philanthropique à Montréal. Donc, je vous présente mes 3 panélistes. D'abord, juste ici, à ma gauche, Claude Pinard, président et directeur général de la Fondation Centraide de Montréal. On peut l'applaudir. Ça ne sera pas un panel plate. Karel Méran, PDG et président de la Fondation du Grand Montréal. Bonjour, Karel. Et Sylvie Trottier, membre du conseil d'administration de la Fondation Trottier. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Donc, on va commencer tout de suite par une question plus générale que je vais adresser aux 3 à tour de rôle, qui va être très large. Quelle est votre vision de la philanthropie? Comment est-ce que vous pourriez résumer en quelques minutes votre approche de la philanthropie? Qu'est-ce que ça mange en hiver pour vous? Bonne chance aux traducteurs pour essayer de traduire cette expression.
Claude, peut-être, vous pouvez commencer, puis on va y aller dans l'ordre comme ça. Oui, bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Pas encore. Test, one, two. C'est de ma faute? Oui, non. Le micro s'en vient, mesdames et messieurs. Peut-être Sylvie, veux-tu y aller? Oui, il y a quelqu'un dont le micro marche? Est-ce que ça fonctionne? Oui, clairement. bonjour, Sylvie. OK. All right, bien, je peux partir la discussion. Bien, premièrement, merci d'être invité pour ce panel. Je pense que c'est une discussion importante. Donc, la question, c'est ça, assez générale, c'est un peu, c'est quoi ma vision de la philanthropie? Fait que j'avais envie de partager avec vous quelque chose, un genre de thesis statement que j'ai développé au cours des dernières années, le plus que je me suis impliquée en philanthropie au sein de la Fondation Familiale Trottier, sur laquelle je suis sur le CA, ce que j'appelle mon 3-step plan pour comme, essayer de changer le monde. Fait que peut-être que je vais aussi le faire en franglais, fait que j'espère que ça ne sera pas trop difficile pour les traducteurs, mais c'est ma tendance personnelle, fait que je vais y aller comme ça. Fait que étape 1, c'est la façon qu'on donne de l'argent. Hein? On parle de la philanthropie, c'est la première chose qui vient en tête, c'est on donne. Première chose, peut-être, on peut toujours donner plus. Hein? Je voulais juste faire un petit mot pour souligner comme l'augmentation du fameux disbursement quota, qui est maintenant à un 5 fait que ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut souligner. C'est un pas dans la bonne direction. Mais l'autre élément, évidemment, c'est aussi la façon dont on donne. Donc, on a eu beaucoup de discussions au cours de la dernière journée et demie sur beaucoup de ces questions-là. Puis pour moi, la philanthropie, la direction où ça s'en va, c'est vraiment une question de est-ce qu'on peut aller à la racine des choses. Donc, pas seulement juste mettre un pansement sur les bobos qu'on voit, qui a beaucoup été, je pense, l'approche traditionnelle de la philanthropie. Tu sais, on donne à pour la sécurité alimentaire, pour des personnes qui sont victimes de violence, tout ça. C'est urgent, c'est important, mais aussi, si on veut vraiment avoir un monde différent, il faut qu'on ait une approche qui est vraiment plus systémique, qui va dans le fond des choses. Et que c'est quelque chose qui peut paraître des fois trop complexe. I think a lot of people shy away from it because it seems too complicated, too big to look at these deep systemic issues, but we're facing massive crises. You know, there's the climate crisis that is becoming, as present as ever. There's been a racial justice reckoning, that's been going on for a long time, but really came to light in the past few years with the Black Lives Matter movement. Also, a call for reconciliation, again, has a long history in Canada, but with the murder of Joyce Echequan has come a lot more to the forefront. We have, in Montreal recently, violence that's targeting our youth. So there's all these questions that are urgent. Housing is a crisis, this is the economic crisis. It's not enough anymore to just say, okay, let's just give here and there. We have to be really strategic and use our lever to go further. Philanthropy cannot replace government, but we can play a role to go further, to be a lever, to be a catalyst, to take risks, to do things that others maybe aren't willing to do, and to convene actors together. So a couple of examples from our foundation would be something qui a impliqué nous trois au cours des dernières années de la pandémie, ce qu'on a appelé le Fonds COVID Québec. Fait qu'on était à l'origine 4 fondations, FPC a joué un rôle important, par la suite FGM a joué un rôle important pour avoir une approche territoriale des actions, des plans d'action, des cellules de crise par région de Montréal qui était très, très touchée, puis avoir une approche vraiment bottom-up, puis aussi horizontale avec les acteurs de terrain, avec la santé publique, avec les arrondissements pour trouver des solutions puis les mettre en marche de façon urgente. Puis c'était aussi avec le souhait que ça soit comme un proof of concept, que ça soit repris par le gouvernement d'avoir une approche de santé publique qui intègre le communautaire de façon du début, au sérieux, respecté dans les démarches. Je pourrais donner d'autres exemples, mais peut-être que je vais laisser ça. Étape 1, c'est ça, donner mieux. Puis aussi, l'autre chose que je voulais aussi nommer, c'est donner aussi à des acteurs qui sont souvent très sous-financés. Donc, je parle beaucoup du grassroots, des personnes qui demandent des changements
radicaux qui veulent voir vraiment un nouveau monde. Puis c'est quelque chose que je fais pas avec mon chapeau de la Fondation Trottier, mais vraiment à un titre personnel. J'ai la chance d'être née dans une famille avec beaucoup d'acquis, que j'ai à un certain accès, fait que je bouge mon propre argent dans cette direction, puis je donne le contrôle de ces décisions à vraiment des leaders dans les communautés pour dire, OK, vous connaissez les enjeux, c'est pas moi qui le sais, je vous fais confiance, puis on y va ensemble dans vraiment une approche de confiance, je dirais. Donc, c'est ça. Ça, c'est juste pas beaucoup, hein, juste vraiment tout changer un peu ou vraiment se pousser pour faire mieux avec la philanthropie. Deuxième point, ce serait maintenant, OK, le 5 peut-être plus, si on ose aller un peu plus loin que ce fameux 5 l'autre 95 On a des fonds de dotation, mais je pense que c'est une question que la philanthropie se pose davantage. Est-ce qu'on a aussi un regard d'équité et d'impact aussi sur nos fonds de dotation aussi? Donc, c'est quelque chose que je pense que la philanthropie peut aussi faire beaucoup mieux, beaucoup avancer davantage. Puis il y a tout un spectrum, évidemment, de stratégies, de comme first, do no harm, divestment, c'est un mouvement qui est important, mais on peut aussi avoir une approche vraiment d'impact. On peut avoir des approches qui ont des revenus importants, very good returns. Il y a souvent une dichotomie de si on va faire du bien, on ne va pas faire d'argent. Ce n'est pas toujours vrai, mais on peut aussi avoir des approches qu'on sait d'avance qu'il y aura moins de revenus, comme des approches de blended finance et autres, qui peuvent avoir beaucoup d'impact aussi. Puis un exemple que je pourrais nommer, c'est que notre fondation et plusieurs autres, on était 9. On a récemment fait un projet qui s'appelait le ESG Championship. Donc, chaque fondation qui faisait partie de cet effort, on dit, OK, on veut mettre de l'argent avec des gestionnaires d'actifs, mais on veut que ça soit vraiment, démontrez-nous c'est quoi vous faites au niveau de l'ESG. Puis on voulait utiliser notre pouvoir pour pousser davantage, pour voir c'est quoi le standard, puis on veut être rigoureux dans cette démarche. Fait que ça, c'est un genre d'exemple qu'on peut utiliser l'argent directement, mais aussi notre influence, parce qu'on a notre pouvoir dans les dons, mais on a aussi notre pouvoir avec l'argent et les fonds qu'on a. Ça, c'était le point 2. Le troisième, qui est peut-être un de mes préférés, c'est la question de comme, oui, on donne de l'argent, avec l'argent qu'on ne donne pas, on l'investit, mais il y a la question clé, pour moi, c'est pourquoi est-ce que certaines personnes, certaines fondations ont cet argent en premier lieu. On a un problème d'inégalité dans notre société. Il y a 10 personnes dans la planète ont autant d'argent que la moitié de la planète. Souvent, on dit au Canada, c'est pas aussi pire, mais le top 1 a plus de 25 de la richesse du pays. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est durable. C'est pas quelque chose qu'on devrait juste accepter. On peut changer un peu la balance puis toujours continuer à faire les choses avancées. Donc, vraiment, pour moi, c'est absolument clair. On a beaucoup parlé des questions de générosité. Oui, on veut être plus généreux, mais la générosité ne peut pas être un substitut à la justice. On ne peut pas compter sur quelques personnes qui s'encouragent à faire mieux puis à nous donner plus, mais à la base, ce n'est pas tout le monde qui veut le faire, puis ce n'est pas tout le monde qui veut le faire d'une façon vraiment équitable. Donc, il faut aussi des outils fiscaux. Donc, le DQ, c'est un outil, mais aussi, taxons les riches. C'est quelque chose qu'on peut faire, puis on peut survivre une telle démarche. Puis ça irait aussi dans la question du pouvoir, de comment on décide ce qu'on fait avec cet argent-là. Parce qu'on ne peut pas aussi oublier que l'argent des fondations, c'est en partie l'argent aussi du public. Donc, dans le fond, un plan en 3 étapes, si j'ai bien compris. 1, donner mieux et donner plus. Deuxièmement, investir les fonds de dotation de manière à, premièrement, ne do no harm, et deuxièmement, que la manière dont on investit serve la mission. Et troisièmement, s'auto-abolir tranquillement en redistribuant la richesse ou en s'attaquant directement aux inégalités de richesse au Canada et ailleurs dans le monde. C'est une façon... Oui. C'est très simple, hein? 1, 2, 3. On peut mettre n'importe quoi dans un plan de 3 étapes. Ça rentre presque dans un tweet. Vraiment facile. Mais voilà. Super. Karel, la même question. Oui. Approche générale de la philanthropie.
Bien, je vais reprendre beaucoup des points que Sylvia a mentionnés, peut-être avec un autre angle. Moi, je suis assez nouveau à la philanthropie. Là. Ça fait 2 ans maintenant que je dirige la Fondation du Grand Montréal. Puis, quand je suis arrivé j'avais une connaissance du milieu parce que auparavant, j'étais du côté des gens qui demandaient de l'argent. Donc, je connaissais quand même... Hein? J'ai dit ces maudits-là. Oui, c'est ça. Ces gens-là qui demandent. C'est beaucoup plus confortable d'être dans la chaise où je suis aujourd'hui que celle où j'étais avant. Mais tout ça pour dire que en arrivant, moi j'ai été éduqué quand on a grandi là, au Québec francophone. Premièrement, la tradition philanthropique n'est pas aussi forte parce que avant les années 70-80, il n'y avait pas d'argent. Il faut se le dire. Et le peu d'argent qu'il y avait allait à l'État, à l'Église ou aux caisses populaires. Et donc, c'est sûr que l'approche qu'on m'a enseignée, moi, quand j'étais jeune, c'est que la charité et la solidarité sociale s'opposaient. C'est-à-dire, dans un modèle de charité traditionnel, la personne qui a de l'argent garde le contrôle de l'argent, puis va le remettre à des causes qui lui sont chères, alors que dans un modèle de solidarité sociale, bien, on taxe les riches, puis on redistribue la richesse. Sauf que moi, je pense que c'était le modèle philanthropique traditionnel, qui est un modèle de charité, et quand je suis arrivé dans le monde philanthropique à Montréal, ce que j'ai découvert, c'est un monde qui est en transformation profonde et qui a l'intention d'agir sur des enjeux systémiques, de transformer les choses et donc de ne pas simplement être des organisations philanthropiques qui signent des chèques puis qui disent ben, j'ai fait mon travail, puis j'ai fait la charité, puis j'ai soutenu des bonnes causes. Non, au contraire, maintenant, je vois des leaders dans le monde philanthropique. Entre autres, je travaille beaucoup. J'aime beaucoup dire que je suis membre honoraire de la famille Trottier. Donc, je travaille beaucoup avec la Fondation familiale Trottier. Je travaille beaucoup avec Claude chez Centraide, puis avec d'autres fondations. Puis, on sent qu'il y a cette intention-là maintenant. Ça ne suffit plus juste de redistribuer des fonds philanthropiques. C'est quoi l'intention systémique derrière ça? Et donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on a un levier. On n'a pas tous les leviers de pouvoir, mais on a un levier pour influencer, changer le monde. Et à partir de ce moment-là, bien, pour moi, c'était clair aussi que 100% de l'actif doit servir la mission. Donc, ça revient à ce que tu disais. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai trouvé, moi, par exemple, est-ce qu'on va distribuer 3,5 ou 5% qu'on a passé, je ne sais pas combien de temps à discuter de ça? Ça m'apparaissait une occasion ratée de se demander où est placé l'argent philanthropique dans ce pays. Parce qu'on parle littéralement de centaines de milliards de dollars qui sont investis sans nécessairement avoir de critères pour dire est-ce que ça nuit à l'environnement, est-ce que ces fonds-là sont investis puis contribuent à brimer les droits des peuples autochtones, est-ce qu'il y a du travail des enfants ailleurs dans le monde? On ne le sait pas. Et pour moi, c'est un problème parce que pendant qu'on discutait de 3,5 ou 5 il y a un 95 qui est investi. Puis là, je ne dis pas, c'est pas généralisé parce qu'il y a beaucoup de fondations qui font des efforts en ce moment pour investir, faire de l'investissement d'impact, faire de l'investissement ESG. Nous, on a adopté une nouvelle politique d'investissement responsable. On va réduire de presque moitié nos émissions de gaz à effet de serre. On s'est donné un mandat d'investissement d'impact. On a fait plein de choses comme ça. Mais c'était une transformation fondamentale parce qu'auparavant, les placements servaient uniquement à générer des rendements. Puis ensuite, on signait des chèques puis on avait fait notre travail. Fait que là, je pense que maintenant, on a adopté le principe qui était pour moi le principe fondamental. 100% de l'actif doit servir la mission. Et donc, ça aussi, c'est un levier supplémentaire parce que dans notre cas, on a au-delà de 400 millions d'actifs sous gestion, alors qu'on distribue comme 20 millions ou 24 millions de subventions par année. Donc, l'actif, on est à une autre échelle. Oui. Puis, finalement, ce que je dirais, c'est que si on a l'idée qu'on veut soutenir des transformations systémiques, il ne faut aussi pas penser que la philanthropie a la légitimité démocratique d'agir comme l'État. T'sais, on n'est pas l'État, on n'est pas élu démocratiquement, donc on peut essayer d'influencer des choses, mais je pense qu'il faut le faire avec humilité. Et il faut le faire aussi avec courage, c'est-à-dire, puis le courage, souvent, qui a manqué,
c'est celui de dire, si on a besoin d'arriver à des transformations systémiques parce que des injustices profondes, je pense entre autres aux l'injustice climatique, les injustices envers les populations racisées ou en quête d'équité au Canada, l'injustice envers les Autochtones, ce n'est pas uniquement en signant des chèques qu'on va y arriver, il va falloir faire des transformations systémiques. Si on a réussi à changer, à passer de 2 tiers de personnes qui fument au Canada à 1 tiers des personnes qui fument, c'est pas parce qu'on a mené des petites campagnes de sensibilisation, c'est parce qu'éventuellement, il y a eu un travail de plaidoyer qui a été soutenu, qui a fait en sorte qu'on a interdit les cigarettes dans les lieux publics, qui a fait en sorte qu'on a interdit la publicité sur les cigarettes. On a fait des choses comme ça, qui ont été des décisions collectives. Ça prend des politiques publiques avec... Ça prend donc des politiques publiques. Puis pour que les politiques publiques changent, il faut que le milieu philanthropique accepte de soutenir des activités de plaidoyer politique. Et je peux vous le dire, moi, pour avoir été pendant 12 ans dans le milieu écologiste, les fondations qui acceptaient de faire ça se comptaient sur le doigt d'une main. Et probablement qu'on serait... puis il y avait toutes les règles aussi sur les activités politiques qui étaient très nébuleuses. Là, moi-même, j'ai subi un audit politique là, en 2012 de la part du gouvernement conservateur. On m'a demandé de produire tous mes agendas pendant 1 an et demi, toutes les ententes verbales ou écrites que j'avais. Là, vraiment, on avait un gouvernement qui allait à la pêche pour essayer de prouver qu'on avait fait des activités politiques supérieures aux fameux 10 % qu'on a le droit de faire. En réalité, quand vous y pensez, si vous intervenez pour lutter contre la pauvreté, c'est politique. Si vous intervenez pour lutter contre les inégalités raciales, c'est politique encore. C'est toujours politique. Et donc, on a... c'est parce que c'est un lendemain d'élection aujourd'hui, peut-être c'est pour ça que... Mais je pense qu'il faut avoir le courage d'aller là parce que si on ne soutient pas une société civile vibrante, solide, qui est capable de faire ce travail de plaidoyer-là, bien, on va encore être au même endroit dans 20 ans. Puis il y a des gens partout au pays qui veulent des changements, qui militent pour ces changements-là, puis qui font un travail vraiment important. Ils doivent être soutenus, puis je pense que c'est un des rôles de la philanthropie de s'investir plus derrière ça. Donc, on a le même élément que Sylvie avait mis de l'avant au niveau des investissements responsables, que 100 % de l'actif doit servir à la mission. Mais ce point-là, je pense, sur le plaidoyer, c'est un nouveau point qu'on met sur la table en ce moment dans la vision de la philanthropie. Après ça, c'est une chose de le dire, c'est une chose de le faire. Je suppose que ça doit être compliqué de faire ce changement de culture-là, mais on va y revenir. Claude. Merci, technicien, de m'avoir donné une voix. Je suis super content d'être ici. C'est mon ancienne famille, PFC, au moment où je dirigeais une fondation familiale privée. Écoutez, ceux qui me connaissent ne seront pas surpris de m'entendre parler de collaboration lorsque je parle de philanthropie. Je pense que c'est la clé à tenter de s'attaquer aux différents problèmes sociaux. Il n'y a personne seul qui n'a la solution. Personne. Ça inclut le gouvernement, les villes, les organismes communautaires, les fondations philanthropiques, la société civile dans son entier. Donc, ça va prendre énormément de collaboration pour y arriver, mais il faut surtout prendre le temps, tout le monde, de se donner une définition commune de ce sur quoi on veut travailler. Définition commune, un plancher sur lequel on s'entend qui sont les chiffres d'où on part. J'ai eu une rencontre avec des candidats qu'on me disait ministrables la semaine dernière. Et il s'en est suivi une bataille de chiffres sur la quantité de logements sociaux ou abordables requis au Québec. J'étais assez surpris d'entendre qu'ils n'étaient pas au courant des pronostics de la SCHL. Donc, il faut, si on ne peut même pas s'entendre sur d'où on part, comment voulez-vous qu'on se fasse un chemin pour y arriver? Fait que quand je parle de collaboration, je parle de l'importance de se mettre ensemble. Puis chez Centraide, on a expérimenté dans les 5-6 dernières années cette collaboration-là avec 9 fondations privées, la Ville, les santé publiques, la Coalition montréalaise des tables de quartier, un projet qui s'appelle le projet d'impact collectif. Et ce projet d'impact collectif-là est devenu comme un laboratoire de notre nouvelle façon d'intervenir chez Centraide. Et ça va grandement influencer la façon dont on fera les choses dans le futur. Et une des raisons pour lesquelles ça influence grandement, c'est que le pouvoir de décider où sont les besoins revient complètement aux communautés avec lesquelles on travaille. C'est vraiment un exemple très concret de comment l'argent rencontre les besoins. Alors, ce n'est pas Centraide, dans ce cas-ci, qui dirige ou qui procède aux analyses ou une municipalité ou une santé publique, mais c'est bien les quartiers qui, dans des exercices de concertation, sont appuyés pour développer leurs compétences, certainement, mais également s'assurer qu'ils ont des conversations sur ce qui est requis, véritablement besoin, à la hauteur des quartiers. Puis vous savez,
une des choses que j'aimerais que vous reteniez, les changements sociaux n'arrivent pas vite. Et il y a une raison pour laquelle ça n'arrive pas vite, parce que généralement, les changements sociaux sont dictés, le rythme est dicté par la majorité. Alors, l'important, c'est de prendre cette majorité-là et de la faire descendre dans les quartiers pour que la majorité d'un quartier nous dise « Voici sur quoi on veut travailler, voici quels sont les enjeux qui nous concernent aujourd'hui, voici quels sont les enjeux essentiels auxquels il faut s'attaquer. » Et lorsqu'on parle comme ça veut dire qu'on commence à avoir un discours de travailler sur les causes et non les effets. Sylvie parlait de plaster ou de band-aid tantôt. C'est certain que si vous allez vous faire opérer pour une fracture ouverte au tibia, vous n'allez pas sortir de là avec un band-aid sur le tibia. Ben, en lutte en pauvreté, on fait encore beaucoup ça. Ça s'appelle la charité. Et je pense qu'on doit viser à travailler beaucoup plus en amont, beaucoup plus sur les causes de la pauvreté que sur les effets. On va toujours continuer à soutenir les organismes communautaires, s'entraident dans la question des effets, mais on doit commencer à travailler sur les causes, donc sur les changements systémiques. Le PIC commence à s'y pencher. On a une nouvelle théorie du changement qui s'en vient chez nous et qui va parler justement des causes systémiques. On doit absolument le faire. Et seul, on n'est pas capable. Puis je vais vous donner un chiffre juste pour vous le mettre dans la tête. Mais lorsque la Ville de Montréal, en développement social, et les investissements qu'elle fait au nom du gouvernement, donc dans le cadre de programmes gouvernementaux, la Ville gère certains investissements, mais s'entraide. À Montréal, on met 2 fois plus d'argent que la Ville dans le développement social. Alors, vous voyez que la Ville seule ne peut rien faire. Je suis content d'entendre que Mme Plante était ici en parlant de collaboration, inciter à la collaboration. C'est la seule façon auquel on va y arriver. Puis des exemples comme le PIC, c'est un excellent exemple. Donc, l'approche ici, là, c'est bottom-up, vraiment de façon, c'est ma vision de la philanthropie où on doit absolument aller. Et on doit absolument considérer la fatigue actuelle du milieu communautaire. Alors, si vous êtes une fondation privée et que vous sentez le besoin de faire un appel à projet, retenez-vous pour au moins 2 ans. Okay? Ils n'ont pas le temps, ils ne sont plus capables, ils sont à bout de souffle. Puis je vais vous parler de l'inflation dans 2 secondes qui vient ajouter à ça. Mais l'important, c'est de financement de base. Donc, les projets que vous leur demandez de réaliser pour vous, bien, le bureau dans lequel ils se trouvent pour faire le projet, il doit être rémunéré. Fait qu'on a une pénurie de la main-d'œuvre dans le secteur communautaire, de la même façon qu'une pénurie de la main-d'œuvre dans le secteur philanthropique ou privé, à des salaires de 17-18 $ de l'heure. Fait que considérez vraiment, véritablement le financement de base. Et ça va vous aider à entrer dans une relation différente quand on parle de la relation de pouvoir, mais ça aide la philanthropie à rentrer dans une relation différente où on se met au service des communautés et non pas dicter ce qu'on pense qu'ils devraient faire. Et c'est super important, je pense, d'adopter ce mindset-là, cette espèce de mindset de changement, mais provenant du bas. Puis en s'attaquant en cause, on va véritablement faire une différence. Je ne peux pas m'empêcher de faire un commentaire sur les causes et les effets en terminant. Oui. Mais vous savez, on a décidé, Centraide, vous avez peut-être lu, mais on a décidé, on travaille sur le logement beaucoup cette année. Alors, le premier déterminant qui nous dit combien d'argent vous avez dans les poches pour le reste du mois, c'est le nombre d'argent que vous payez pour vous loger. Alors, à Montréal, actuellement, asseyez-vous, ça fait mal, dans le Grand Montréal, 17 % des gens paient plus de 50 % de leur revenu net pour se loger. Alors, si vous êtes une femme ou une famille monoparentale, un père monoparental, gagnez dignement votre vie avec 30-35 000 de revenus. Vous avez 3 enfants, vous n'avez pas les moyens de vous payer un condo à 2 000 $ par mois. Et je peux vous garantir que la rentrée scolaire n'a pas été aussi agréable. Alors, si vous êtes ce jeune garçon de 16 ans que j'ai vu à Saint-Laurent il y a 3 semaines, dans une rencontre avec un organisme communautaire, et qui me dit, tu sais, plus l'été avançait, plus le contenu de ma boîte à lunch, la qualité et la quantité diminuaient. Alors, je ne veux pas dire que je m'attendais à un commentaire comme ça, mais je m'attendais à un commentaire comme ça. Je ne m'attendais pas à la deuxième phrase. Et la deuxième phrase, c'était, bien, cette année, je suis obligé de travailler 25 heures par semaine. Secondaire 5, 25 heures par semaine. Je dis, pourquoi? Bien, il faut que je donne mon chèque à ma mère pour qu'elle s'occupe de mes 2 frères. Alors, dans 6 mois, on va se parler de décrochage scolaire lié à l'inflation et lié au fait qu'on n'est pas capable d'offrir, comme société, des logements abordables, convenables à des familles qui ont véritablement besoin de logement. Qu'est-ce que ça cause? Je termine. La dame va aller à l'aide alimentaire le 15 au lieu du 28. Va créer de l'anxiété parce qu'elle va peut-être penser à déménager.
va créer l'anxiété chez l'enfant qui va devoir se déraciner, aller s'habituer dans une nouvelle école. Au moment où, on le sait, l'école est un moyen de socialisation super important dans la vie des enfants. Scolarisation, oui, mais également de socialisation. On vient de passer à travers 2 années difficiles. Donc, c'est ça le ripple effect d'un logement trop cher. Donc, ma vision de la philanthropie, c'est définitivement collaboration, définitivement tout le monde se met ensemble. Et vous tous et toutes ici, et nous tous ici sur la scène, on a un pouvoir, puis c'est pas juste l'argent, le pouvoir, c'est l'influence. Et tu parles de plaidoyer, moi je parle d'influence. Il faut absolument se mettre ensemble dans le but de, comme société, avoir une définition commune des problèmes auxquels on s'attaque, avoir des objectifs communs, avoir une méthode d'évaluation, c'est important, puis avoir des KPI pour s'assurer qu'on se fait véritablement, non pas des plans de lutte à la société, mais des plans de société où tout le monde va vivre dignement. Merci. Oui, gênez-vous pas, vous pouvez applaudir. Je pense que c'est important aussi ce qui vient de se dire, parce que bon, je suis consciente qu'on s'adresse à des gens qui viennent de partout au Canada, et je pense que des fois, on a tendance à sous-estimer la crise du logement à Montréal quand on parle à des gens qui viennent de Toronto ou de Vancouver à cause des loyers. Mais je pense que c'est important de prendre le temps de mettre en image quelle est la réalité sociale avec la hausse des prix du logement à Montréal. Maintenant, je le disais en introduction, vous êtes Sylvie, bon, tu es avec la Fondation familiale depuis un longtemps, mais il y a quand même un renouvellement dans le leadership des fondations philanthropiques à Montréal que Karel et Kurt, vous incarnez tous les deux. La manière dont vous avez expliqué votre approche de la philanthropie, il y a 5 ans, je ne sais pas si Centraide, la Fondation du Grand Montréal, leur expliqué les choses de la même façon. Peut-être, je vais relancer Claude tout de suite. Tu disais qu'il y a une nouvelle théorie du changement qui s'en vient où on parle de changement systémique. C'est nouveau chez Centraide. Je sens qu'il y a plus une préoccupation pour les inégalités sociales à Montréal, essayer de s'attaquer aux causes, peut-être plus une attention sur les inégalités entre les arrondissements, entre les quartiers à Montréal. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette réflexion-là? C'est quoi la différence entre le Centraide maintenant, essentiellement, et le Centraide il y a 5 ans? C'est quoi le cheminement qui a été fait? Alors, c'est une bonne question, parce que c'est important de dire qu'on faisait du travail systémique à Centraide là, avant la nouvelle théorie de changement. C'est important de noter ça. L'idée, c'est l'intention. Alors, d'être plus intentionnel sur 1 ou 2 ou 3 questions précises. Alors, actuellement, on est vraiment intentionnel sur la question du logement et le pouvoir qu'on a, ou l'influence qu'on a, ou surtout la crédibilité que Centraide a, c'est qu'on se trouve au centre du triangle. On a le public, le privé et le communautaire, et on a la crédibilité avec ces acteurs-là. Et l'ensemble de la société civile fait qu'on est capable de jouer un rôle de convener, de rassembleur sur des questions. Et tu sais, notre théorie de changement va porter le titre très simple, là, rassembler pour un Montréal inclusif et sans pauvreté. Donc, je ne veux pas dire que c'est simple comme ça, mais c'est simple comme ça. La difficulté aussi, je pense, c'est que lorsqu'on regarde des plans de lutte à la société et qu'on regarde ce qui se fait dans les sociétés modernes, oui, il y a une loi sur la pauvreté au Québec, mais lorsqu'on regarde ces plans-là, il n'y a pas de plan intentionnel. Et une des raisons, c'est à cause de la complexité. Donc, c'est important de briser ça en différents enjeux. Et nous, le premier enjeu qu'on a identifié, c'est vraiment la question du logement. Mais pour répondre à la question de façon précise, c'est vraiment l'intention ici qui est différente. Donc, on continue notre travail de base extrêmement important. Nos conseillers conseillères sur le terrain tous les jours, l'analyse qu'on fait avec les organismes des enjeux, l'analyse régionale également avec nos partenaires. Mais ce qu'on dit maintenant, c'est qu'on est capable d'élargir cette concertation-là sur des enjeux précis. Et c'est ce qu'on commence à faire avec la grande conversation qui va se tenir à Montréal en mai. Et l'aspect important, puis je vais le mentionner, Karel, tu pourras en parler, mais on est associé avec la Fondation du Grand Montréal comme acteur, comme 2 investisseurs sociaux stratégiques. Oui, Liliana, c'est pour toi, je viens de dire ça. C'est une inside joke. On va publier la question des signes vitaux qui vont concerner les 40 % de personnes les plus défavorisées sur le logement. Donc, on va avoir une collaboration entre nos 2 fondations qui mènent un peu la voie sur le type de collaboration qu'on veut faire dans le futur. Karel, j'ai envie de te poser la même question. La Fondation du Grand Montréal, qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui est différent entre la Fondation du Grand Montréal maintenant et il y a 5 ans? C'est quoi la réflexion qui a été faite? Et peut-être plus précisément, qu'est-ce qui a poussé cette réflexion-là? D'abord, je pense qu'il y a 5 ans, dans les derniers 5, 6, 7 ans, la Fondation du Grand Montréal a comme doublé en termes de personnel puis d'actifs. Donc, Pourquoi? ça rend possible des choses qui n'étaient pas possibles avant.
D'autre part, je suis encore surpris qu'ils aient embauché un militant écologiste comme PDG, mais c'est arrivé. Donc, on voit qu'il y avait une réflexion qui était amorcée dans l'idée, dans l'optique de donner un petit peu plus d'intentionnalité, je pense, à la Fondation. Fait que c'est certain que depuis que je suis arrivé, on s'est donné un nouveau plan stratégique, un nouvel énoncé de mission, vision, où on a cherché vraiment à inscrire très fortement nos valeurs d'organisation, puis aussi de décrire le Montréal qu'on veut voir. OK? Comme c'est, si on réussissait à atteindre notre vision, ça ressemblerait à quoi? Je ne peux pas vous la réciter encore de mémoire, j'y travaille encore, mais ça, c'est important. Puis on a ajouté la notion là-dedans, évidemment, on a ajouté la question de la crise climatique, qui était peu travaillée, ce qui a fait qu'avec la Fondation Trottier, on a lancé le partenariat Climat Montréal. C'est important, comme fondation communautaire, moi je pense qu'on intègre des enjeux, puis qu'on travaille sur des enjeux qui ont été traditionnellement peut-être moins répondus par la philanthropie. Puis quand j'ai regardé, moi, parce que comme fondation communautaire, nous, on a quelque chose comme au-delà de 750 fonds philanthropiques chez nous, essentiellement des fonds qui sont créés par des individus, des organismes qui vont à la santé, à l'éducation et à la culture, dans une grande majorité. Donc, en regardant ça, nous, on s'est dit, bien, qu'est-ce qui n'est pas couvert? Qui sont les populations ou les causes dans le Grand Montréal qui sont moins soutenues? Et on a identifié tout de suite des questions de diversité, d'inclusion, des questions de lutte aux inégalités, puis la question de la crise climatique comme étant les trois causes que nous, avec nos fonds propres, on voulait soutenir. Mais évidemment, quand on s'est dit ça, bien, ça amène la question de la collaboration, parce qu'avec nos moyens, on n'est pas capable d'avoir l'impact pour faire bouger l'aiguille de façon systémique. Donc, on va chercher à travailler avec d'autres pour le faire. Mais pour vous donner une idée, nous, en 2020, on s'est donné... Non, en 2021, donc il y a un an, en septembre, on a adopté un nouveau plan stratégique qui disait, dorénavant, donc pour nos fonds propres, on va créer un fonds pour la transition écologique, le climat, un fonds pour l'équité sociale, et à travers toutes nos subventions, la moitié au moins, donc 50 % de nos subventions en valeur puis en nombre, vont aller à des populations en quête d'équité. Puis là-dedans, on inclut évidemment les populations racisées, les populations noires, populations immigrantes, les femmes, les personnes de la diversité des genres, diversité sexuelle et les personnes avec différents handicaps. Donc, on s'est dit ça en septembre 2021. Puis déjà cette année, en 2022, on a atteint l'objectif. On est rendu à plus de 60 % de nos subventions qui ont été versées à ces populations-là. On a la chance d'être une petite fondation, avec quand même pas mal de moyens, mais on a été capable on a l'agilité pour le faire. Puis on s'est dit, bien, si nous, on a l'agilité et on ne le fait pas, qui va réussir à le faire? Donc, on essaie d'adopter cette posture-là, de dire, quand on se donne une vision sur quelque chose qu'on va faire, on va le réaliser. Et donc, sur le plan ces trois enjeux-là, la lutte aux inégalités, la diversité et l'inclusion, puis la question environnementale, je pense qu'on a fait des avancées très, très importantes depuis, qui n'auraient pas été imaginables il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'est ça. Donc, je pense que là-dessus, on est assez fiers d'où on est rendu. Oui. Puis on essaie toujours d'ouvrir le chemin. Comme je vous dis, on a la chance d'avoir des moyens, pas des moyens énormes, mais contrairement, mettons, à un Centraide qui a un rôle tellement important dans l'écosystème. Si Centraide, du jour au lendemain, décidait de changer tout ce qu'il fait, ça déstabiliserait l'écosystème. Nous, on est un petit acteur dans l'écosystème, donc si on peut innover, faire des choses, on peut changer des choses du jour au lendemain, comme ça, en l'espace d'1 an. Et au lieu d'y avoir un effet déstabilisateur, on peut avoir un effet catalyseur. Mm-hmm. C'est ça qu'on essaie d'aller chercher. J'ai envie de relancer Sylvie là-dessus. Tu as dit tout à l'heure, la plupart des fonds, en fait, ont tendance à aller à des causes, on va appeler ça plus traditionnelles, santé, éducation, culture. On a tendance souvent à vouloir donner à des causes qui sont, on va appeler ça un peu plus des safe space de la philanthropie, des choses qui paraissent peut-être en surface moins
politique, alors que, comme on le disait tout à l'heure, tout est politique. Comment est-ce qu'on fait pour amener le milieu philanthropique à investir plus dans les causes qui sont peut-être moins conservatrices? Donc, on parlait d'inclusion, on parlait de changement climatique, on parlait tout à l'heure de faire plus de plaidoyer. Comment est-ce qu'on amène le milieu à prioriser aussi ce genre de causes-là, Sylvie? Mais je pense que c'est une question clé parce que, justement, je pense qu'on a un devoir, une responsabilité du secteur philanthropique d'aller davantage dans cette direction-là. Je pense que, tu sais, moi, je vois la tendance, mais on n'est certainement pas encore rendu que ça soit peut-être la majorité des fondations. Fait qu'on a vraiment beaucoup de travail à faire là-dessus. Puis je dirais, il y a différents facteurs ou peut-être qui poussent le secteur. Fait qu'un, on peut... Probablement, c'est l'urgence des crises, c'est comme assez apparente. Je pense qu'elle était apparente pour beaucoup de personnes qui étaient probablement concernées depuis longtemps, mais peut-être le secteur philanthropique était un peu plus à l'écart de ces réalités-là très difficiles. Mais avec les mouvements sociaux qu'on a vus dans les dernières années, je pense évidemment avec la pandémie qui a mis à la lumière les inégalités d'une façon qu'on ne peut pas ignorer. Comme je l'ai entendu plusieurs fois, là, mais c'était comme une tempête, on n'était pas tous dans le même bateau. C'était très apparent qu'on n'a pas tous vécu la même expérience. Je pense qu'il y a eu des questions difficiles aussi qui ont été posées au secteur philanthropique. Fait que ça vient de différentes voies. Il y avait une session au début du forum, justement, sur les critiques plus académiques. Il y a plusieurs livres qui ont sorti. Je pense à Decolonizing Wealth, Just Giving, Winners Take All. Tous ces genres de voix qui veulent poser un regard plus pointu sur OK, la philanthropie, vous passez souvent sous le radar. C'est comme très opaque comme secteur. Pas beaucoup de personnes comprennent un peu le pouvoir puis l'influence justement qu'on peut avoir. Fait que les gens ne posaient peut-être pas assez de questions, mais je pense que ça commence à être plus comme un regard, plus de lumière sur ce qu'on fait. Puis des questions justement qui peuvent être peut-être inconfortables, qui remettent en question les façons de faire, qui, au début, peut-être froissaient les gens, mais qui sont, d'après moi, vraiment importantes. Puis pas juste importantes d'un point de vue moral, mais aussi importantes d'un point de vue comme efficace. Il y a aussi une volonté, d'après moi, là, tout le monde qui fait la philanthropie, tout le monde veut faire du bien. Pour moi, je n'ai pas nécessairement comme un doute là-dessus. On veut avoir un monde meilleur, un monde plus juste, beaucoup de comme grosses visions très belles. Mais si on veut rendre vers cette vision-là, il faut vraiment écouter ces critiques-là, puis changer la façon dont on fait les choses. Puis il y a beaucoup d'exemples très concrets qu'on voit de certains leaders qui ont mis en place ces genres de mesures. Il y a comme le mouvement Trust-Based, on en entend beaucoup, là, mais il y a vraiment comme un organisme comme Trust-Based Philanthropy, là, j'oublie comment ça s'appelle, mais qui met des études, puis qui démontre, écoute, ça fonctionne. Puis ça fonctionne, là, je pense que je vais me répéter, tout le monde a compris un peu. Oh mon Dieu! c'est très comme petit dînatoire de non, mais OK. Mais les concepts de comme financement à la mission, pluriannuel, des réductions de comptes qui sont beaucoup plus... Oh, là, c'est l'inverse! Last call! Ça, c'est toutes des choses qui sont mieux pour les organismes qu'on soutient. Ça, c'est beaucoup plus simple, et puis ils peuvent compter sur l'argent sur certaines choses, mais aussi comme vraiment pratiquement, là, c'est plus simple pour les fondations. Je veux dire, c'est pas obligé toujours d'être comme tellement complexe. Qu'est-ce qu'on va faire? OK, un organisme, on sait qu'ils font du bon travail. On va faire ça sur 3 ans. On n'est pas obligé comme ça, le CA, on n'est pas obligé d'en parler à chaque 6 mois. Pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir un réduction de compte que personne ne va lire anyway, plus simple, comme faisons-le, ça va être correct. Puis ça a été, c'est ça, il y a plusieurs mondes qui en parlent de ça. Puis il y a aussi des réseaux, mais comme PFC, il y a plein de discussions qui, je pense, qui ouvrent les yeux des gens vers d'autres réalités puis des autres façons de faire, comme le genre de peer... pas compétition, mais comme « Ah, t'as fait telle affaire, OK, peut-être que nous aussi, on peut faire ça. » Il faut que ça devienne cool. ça devienne cool, mais aussi, c'est comme on voit que c'est réalisable. Ouais. Je pense que beaucoup de fondations ont peur de faire du plaidoyer ou faire des choses qui sont comme « Ah, c'est politique, c'est comme risqué. Mais
c'est faisable, puis il y a des façons de faire, même la crise climatique, les gens disent comme c'est trop compliqué, on ne sait pas quoi financer, on va financer comme un parc au lieu. Comme, OK, mais il y a des choses à faire, puis on peut apprendre des autres pour le faire. Puis dans les pratiques philanthropiques, je pense notamment le Circle on Philanthropy puis Aboriginal Peoples, qui pose un regard aussi d'une perspective autochtone, qui mène des conversations. Donc, nous, on fait partie cette année de leur programme Partners in Reciprocity. Fait que ces genres de réseaux-là où on peut apprendre de pair en pair puis de se faire pousser davantage dans notre réflexion sont importantes. Plus au Québec, il y a le collectif des fondations québécoises contre les inégalités, qui est aussi un regroupement de fondations qui a fait tout un exercice quand même très rigoureux d'avoir un regard à l'interne pour justement comprendre, oui, on bénéficie de l'argent public par les impôts qui financent les fondations. On veut avoir un rôle sur les inégalités. C'est quoi notre positionnalité par rapport à ça? Puis dire, OK, oui, on a un rôle, on doit faire quelque chose, mais si on fait, il faut aussi qu'on regarde nos propres pratiques. Puis à la sortie de ça, il y a comme des engagements pour de pratiques philanthropiques qui parlent de partage de pouvoir, puis des fonds de dotation, puis toutes ces choses-là. Fait que ces genres de réseaux, c'est de pairs, de l'externe, des donateurs ou des partenaires aussi qui prennent plus de pouvoir puis qui commencent à revendiquer. Écoute, nous, on aimerait ça faire ça. Ça vient un peu de toutes ces directions. Oui. Je sais que Claude voulait réagir rapidement, mais juste vous dire, on va passer en fait à la période de questions du public. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à premièrement les préparer. Je vois 2 micros ici à l'avant. Donc, vous pouvez commencer à peut-être vous lever, commencer à poser les questions. Je vais laisser Claude peut-être réagir à ce que Sylvie disait. Bien, en fait, deux petits points rapides, mais tu parlais du trust base. Je pense que en philanthropie, puis on est également un organisme, moi j'aime bien dire qu'on est un organisme communautaire Centraide, on est une fondation aussi. Ça prend des postures d'humilité aussi. Je pense qu'il faut accepter, comprendre que on a, oui, une excellente lecture du terrain, mais qui est définitivement bonifiée tous les jours par l'expérience des gens qui vivent la situation. Quand on parle de plaidoyer également, la façon dont j'aimerais que vous le reteniez, c'est que c'est donner une voix. Alors, oui, ça peut être inconfortable, mais vous donnez une voix à des gens qui n'ont pas voix au chapitre bien souvent. Donc, je pense, une autre façon de le regarder. Puis, terminer sur la confiance. Vous savez, quand vous appuyez un organisme communautaire ça fait 25 ans qu'il existe, il y a bien bonne chance qu'il ait prouvé, démontré qu'il savait ce qu'il faisait ou ce qui se passait. Fait que je pense que oui, c'est pas des leap of faith qu'on fait. Et je pense que ce problème-là est souvent interne à nous et non pas à la personne qui est en face de nous, à l'organisme. Donc, je nous invite tous à faire preuve d'humilité puis sûrement de grande confiance avec les organismes auxquels on travaille. Puis, ne reniez pas le pouvoir ou la capacité que vous avez à donner une voix à des gens qui ne sont pas nécessairement entendus. Je voudrais juste ajouter là-dessus, je trouve que c'est ce que tu dis est extrêmement important, Claude. Nous, on l'a inscrit dans notre plan stratégique, l'idée comme quoi on allait essayer de donner une voix puis d'amplifier la voix de notre communauté. Puis une fondation communautaire doit être le reflet de la communauté dans laquelle elle est implantée. Puis ça, c'est un autre des constats qu'on a fait, c'est qu'on n'était absolument pas représentatif de la diversité de la communauté montréalaise. Et donc, là, ce qu'on cherche, c'est de façon très, très intentionnelle d'aller développer des réseaux, autant du côté... Parce que nous, on est en interface autant avec les donateurs qu'avec des organismes du milieu. Puis souvent, ce sont ces mêmes organismes-là qui ont des réseaux de donateurs qui les soutiennent. Nous, comme fondation communautaire, non seulement on n'était pas accessible, on n'était pas connus. Et donc, on fait un effort pour aller de ce côté-là, mais ça passe nécessairement aussi, je pense, par l'idée de donner une voix aux personnes qui n'en ont pas, plutôt que de se substituer, qui serait le piège à faire, d'aller dire, puis on va prendre la place, puis on va prendre cette voie-là, qui n'est pas la nôtre, là. Et donc, ça, moi, j'ai bon espoir qu'on s'est donné là, quelques années. C'est quand même, ça prend du temps de développer ces réseaux-là. Mais c'est vraiment, je pense, important là, que comme fondation communautaire, nous, on puisse dire là, à la fin de notre plan stratégique, c'est jusqu'en 2026, là, si en 2026, on n'est pas capable de dire on représente
l'ensemble de la communauté montréalaise, ben là, ça va être un constat d'échec. Après 25 ans, on n'est pas supposé d'être là. Malheureusement, au départ, c'est souvent... ça a été, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit on n'est plus dirigé top-down, on se tourne puis on veut être bottom-up, ben là, ça demande d'aller faire l'effort, d'aller rencontrer les gens sur le terrain. Là, puis, donc, on est là-dedans en ce moment. Et de changer le visage de son équipe aussi pour faire ces rencontres-là, je pense. Oui, puis nous, on est chanceux parce que dans notre équipe, on a quand même une assez grande diversité. Ça veut dire que les gens nous font confiance pour venir postuler chez nous, puis venir travailler chez nous. Puis là, ça nous ouvre des perspectives absolument incroyables. Donc, on est très, très chanceux d'avoir cette diversité-là sur l'équipe. Si on ne l'avait pas, on ne serait pas capable d'aller aussi vite, aussi loin. Donc, ça, c'est vraiment... on a la chance, puis c'est pas... je vais le dire en toute humilité, c'est pas moi qui l'ai provoqué. C'était là quand je suis arrivé à la FGM. Donc, malgré le fait peut-être qu'on n'était pas aussi tourné vers la diversité au plan de nos subventions puis la philanthropie, malgré tout ça, il y avait quand même pas mal de diversité sur l'équipe. Le potentiel dans l'équipe était là. Avez-vous des questions? Obviously, a lot of you are listening through the headsets, but if you want to ask your question in English, you're more than welcome to do so as well. Je vois une personne au micro ici. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci pour vos présentations. Mon nom est Ricardo. Et ma question, c'est en fait, souvent les organisations qui demandent un soutien aux acteurs de l'écosystème philanthropique, souvent, à cause de situations tellement confrontantes, on vient à devoir faire des lettres ouvertes, aller investir la rue, faire toutes sortes de campagnes qui, des fois, même sortent de leur champ d'expertise à cause qu'il faut trouver des nouvelles passerelles pour se faire entendre par le pouvoir. Avec les élections qu'on a vues, c'est tout bleu. Sauf Montréal. Sauf Montréal. Merci pour l'espoir. Ma question, c'est de savoir... Ma question, c'est de savoir, en fait, est-ce que l'écosystème philanthropique va se rassembler dans une sorte de nuit des longs couteaux pour pour revoir la constitutionnalité, les leviers constitutionnels pour que Montréal devienne un pays? Ça, c'est une première question. La deuxième, c'est souvent, ce travail-là, pour changer la couleur du ciel pour des communautés autochtones, noires, racisées, diversité de genre, etc. Donc, ces groupes qui font ce travail-là pour rendre des organisations genre Jedi, souvent deviennent un peu aliénés se font aliéner par ces mêmes organisations-là pour prendre des décisions sur des choses qui les concernent. On va dire, oh, ces personnes-là sont trop radicales, sont trop ci, sont trop ça, alors que ces personnes ont un long savoir expérientiel pour faire changer les choses par rapport à différents enjeux. Quelle est la responsabilité que prend vos organisations pour revoir justement les longues pratiques d'exclusion de communautés qui sont concernées, on a souvent parlé de données dans les derniers jours, qui ont l'expertise, qui la portent même. Quel engagement vous prenez pour radicalement aller à la racine des choses et changer certaines pratiques? Ça, c'est un volet. Puis l'autre volet que je voulais déposer, c'est que... En conclusion. Merci beaucoup. Souvent, les communautés se retrouvent à être dans un genre de triangle où elles sont sauveuses, victimes et bourreaux. On l'a vu dans les prises de parole du ministre de l'Immigration, Jean Boulet. C'est comme si, dans un seul commentaire, l'immigration était le problème. Et ainsi de suite. Mais l'écosystème philanthropique, lui, est souvent dans la posture de sauveuse. Elle n'est pas vue comme bourreau. Puis, on a entendu dans une certaine conférence, on la voyait même comme victime. Ah, il ne faut pas être trop méchant, il faut l'encourager, good intentions, etc. Vous n'étiez peut-être pas là hier, mais il y a des choses comme ça qui se sont dites de façon décomplexée sur cette tribune. C'est de savoir de quelle façon l'écosystème philanthropique est prêt aussi à porter le niveau d'anxiété que vivent les communautés concernées par le backlash et la reproduction du statu quo qui est en cours. De quelle façon radicale vous êtes prêts dans vos cercles, que ce soit M. Pinard avec les 9 fondations avec lesquelles vous travaillez, ou même vous avez des leviers hyper intenses à rencontrer des gens qui sont ministrables
pas tout le monde des communautés concernées rencontre des gens ministrables. Donc, c'est à voir qu'est-ce que l'écosystème philanthropique est prêt à faire à ce niveau-là. Voilà. Beaucoup de choses dans ces questions-là. Je pense que Claude, tu voulais réagir tout de suite, puis ensuite peut-être... Oui, je ne parlerai pas de l'indépendance de Montréal, mais ben, écoute, merci de l'intervention. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne me vois pas comme dirigeant une organisation qui se considère comme un sauveur. Je pense qu'on est des partenaires. Puis je pense que la première posture qu'on doit avoir lorsqu'on travaille dans les quartiers de Montréal avec les différentes communautés, c'est une posture de partenaire. Donc, on est ici pour apprendre et pour aider aux aspirations, première chose. Dans le PIC, c'est Ricardo, hein? Oui. Ton prénom. Dans le PIC, Ricardo, on fait exactement ce que tu viens d'écrire, c'est-à-dire qu'on se met au service des populations. C'est très, très clair. Quant aux organisations comme telles, nous, on a entamé une démarche EDI il y a plusieurs années. Notre conseil d'administration est maintenant représentatif. Au niveau de l'embauche, il y a également beaucoup de, je vais dire le mot, le rattrapage qui a été fait, et on est nettement plus représentatif de la communauté de Montréal. Et on va plus loin que ça. On a des formations à l'ensemble de l'organisation pour aller chercher et les postures dont on a besoin d'ouverture, de remise en question. On traite beaucoup la question des microagressions aussi. On s'assure que les gens comprennent exactement dans quel environnement ils évoluent. Et c'est un travail qu'on fait au quotidien. Donc, est-ce qu'on est bon? Je dirais qu'on n'est pas pire, mais est-ce qu'on continue tous les jours à s'améliorer? Mais c'est définitivement un focus pour notre organisation. Je pense que dans la question de... J'ai envie de relancer quelqu'un d'autre là-dessus, parce que dans la question de Ricardo, une des choses que j'entends, c'est... ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur pourquoi... C'est ce que j'essaie de vous faire dire. Pourquoi est-ce que les choses commencent à changer à Montréal? Puis pourquoi est-ce que maintenant, on n'est pas dans le même discours qu'il y a 5 ans? Il y a des gens qui ont poussé pour ça. Je comprends qu'il y a des changements qui ont été faits de l'interne, mais il y a des choses qui ont été poussées de l'externe aussi. Quelles sont les relations, en fait, que vous avez avec les gens qui ont poussé ces changements-là de l'externe? Souvent, il y a des dynamiques de, on va appeler ça bon cop, good cop, bad cop, qui se passent où les gens qui essaient de pousser le milieu philanthropique à évoluer se font identifier comme bad cop, et finalement, le good cop, c'est pas celui qui a véritablement mis les idées de l'avant depuis le début, puis ça crée des relations compliquées avec les communautés des fois. Comment est-ce que vous naviguez ces relations-là? Écoute, je ne sais pas si je vais réussir à répondre à ta question. Ouais. Puis juste full disclosure, Ricardo et moi, on s'échange des courriels de temps à autre. Là, puis au cours du week-end, on a échangé notre frustration mutuelle, je pense, par rapport aux déclarations absolument scandaleuses du ministre de l'Immigration la semaine dernière, qui a été réélu par acclamation presque. Bon, ceci dit, moi, je viens d'un milieu qui était un milieu militant où il y avait les militants qui étaient recevables par les ministres, puis les militants qui étaient à l'autre bord de la rue avec le mégaphone. Là, puis il y a un de mes collègues, un de mes amis militants qui est rendu maintenant ministre de l'Environnement fédéral. Puis, il y a toujours cette tension-là. OK? Puis l'enjeu qu'on a en philanthropie, je pense, c'est que la philanthropie se laisse attirer par ceux qui sont un peu moins risqués. Puis il va pas... Je pense que c'est à ça que tu faisais allusion, Ricardo, l'idée, qu'à un moment donné, celui ou celle qui crie que le mégaphone ou ça a besoin de soutien, mais en même temps, il ne faut pas que ce soutien-là devienne un carcan qui va les... Qui va lui-même l'éteindre son Exactement. feu. Alors là, il y a tout un équilibre à tenir. Fait que moi, je pense que la dernière chose qu'il faut que la philanthropie fasse, c'est genre dire, ceux-là, ils ne sont pas parlables, je ne leur parle pas, je ne les écoute pas. Ensuite aussi, dire, eux, c'est des gagnants, puis eux, c'est des perdants, je ne les financerai pas, puis commencer à se substituer à l'écosystème lui-même. Puis après ça, il faut aussi se regarder dans le miroir. Là. Le milieu philanthropique a une très grande légitimité auprès des décideurs parce qu'on a le pouvoir de l'argent derrière nous. Okay? Puis on est un milieu qui est considéré comme étant raisonnable, crédible, de la part des décideurs. Alors, quand il arrive des enjeux très, très importants, puis que le milieu de la philanthropie reste silencieux, ce silence-là sert le statu quo. D'ailleurs, c'est une conversation que j'ai eue avec Chris Archie de The Circle à un moment donné, puis on échangeait sur la question de la réconciliation. Puis je disais, j'avais des hésitations, je ne savais pas comment agir, j'avais peur de me tromper. Puis elle me dit, mais cette peur-là de te tromper, elle sert qui et elle sert quoi?
Puis là, tout de suite, j'ai compris que quand j'ai peur de me tromper puis que j'agis par prudence, je ne fais rien. Puis en ne faisant rien, je renforce le statu quo. Et je pense que le silence du milieu philanthropique, parfois sur des questions, par exemple, comme la crise climatique, OK, c'est littéralement la vie de nos enfants qui est en jeu. Pas genre dans 200 ans, là. Mes enfants dans leur vie. Puis là, on n'en parle pas trop, on touche ça du bout des doigts parce que c'est politique, puis parce que c'est polarisant. Oui, mais si on a mis des choses dans nos missions, puis dans nos visions, puis dans nos valeurs d'organisation, puis qu'on n'est même pas capable d'en parler parce qu'on trouve que c'est polarisant, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont juste à polariser un enjeu pour nous museler. Puis le fait qu'on soit silencieux après ça va faire en sorte que les gens qui sont en quête d'équité, je pense entre autres là, sur la question climatique aux jeunes, mais là on peut partir sur des questions autochtones, les questions raciales, tout ça, ces gens-là ne trouvent pas chez nous un allié qu'ils pourraient avoir. Puis ça ne veut pas dire de commencer à se promener avec des mégaphones. On a un autre rôle à jouer. On ne veut pas prendre la voix des autres. Par contre, quand on parle, puis quand on prend la parole, puis qu'on dit « voici les valeurs que nous, on veut défendre », les valeurs de société, bien, ça va être reçu par le décideur et ça va venir légitimer encore plus la voix de ceux sur le terrain. En n'agissant pas, puis en restant comme ça, bien, en ce moment, on est en train de légitimer le statu quo. Je ne pense pas que c'est ce qu'on veut faire. Ouais. Tu es un peu en train de dire que ça ne devrait peut-être pas fonctionner comme ça, mais ça fonctionne comme ça. Oui, le message, le signal qu'on envoie, c'est « Ah, c'est trop controversé, je ne touche pas à ça. » Non, c'est ça. Je vois une autre question. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je vais prendre, c'est pas vraiment une question, mais je vais prendre juste 2-3 minutes de votre temps. Je m'appelle Stéphanie Germain, puis je pense que je suis une militante acceptable parce que je me retrouve parmi vous. Entre autres grâce à Sylvie Trottier qui qui fait partie du panel aujourd'hui. Je voulais prendre ce temps-là parce que je ne sais pas si je vais être réinvitée après ça. Fait que j'en profite. J'en profite parce que je sais qu'il y a des oreilles, des grandes oreilles ici qui vont pouvoir m'écouter. Puis probablement, au-delà de l'écoute, qui vont pouvoir agir. Parce qu'il y a beaucoup de... Ça sent le pouvoir ici. Ça sent. Donc, je vais y aller. On a beaucoup parlé de la question de l'immigration dans les derniers jours. Et bien évidemment... c'était surtout de l'élève à cause de la question politique. Mais pour moi, ce que je pense, c'est que la question de l'immigration est intimement liée aux questions environnementales et de justice climatique. Pourquoi? Parce que les parents des jeunes noirs, autochtones, racialisés, qui meurent sous les balles dans nos quartiers, qui sont en passant sous-financés depuis beaucoup trop longtemps, mais ces jeunes-là, pour moi, sont l'avenir de cette planète. Quand on parle de questions environnementales et de justice climatique, il faut penser aux jeunes de nos communautés qui meurent depuis plusieurs années, pratiquement dans l'indifférence. Donc, de la même façon que le milieu de la philanthropie s'active et a su bâtir un plaidoyer fort et puissant pour sensibiliser les différents paliers de gouvernement quant à l'urgence climatique, je m'attends à la même chose pour la vie des jeunes noirs, des jeunes autochtones, des jeunes racialisés qui sont en train de mourir en ce moment dû à la violence par arme à feu. Les jeunes de nos communautés meurent presque à chaque jour, puis cela ne semble pas être perçu comme une urgence. Mais je pense profondément que le secteur de la philanthropie peut agir en ce sens et faire bouger les choses, et ce, à tous les niveaux. Malheureusement ou heureusement, les jeunes de nos communautés ne sont pas comme les arbres. Lorsqu'ils et elles meurent, nous ne pouvons pas les replanter. Nous ne pouvons pas planter d'autres jeunes comme on peut le faire pour les arbres. Leurs racines meurent à jamais. Et si les jeunes de nos communautés continuent de mourir dans l'indifférence et l'inaction, n'est-ce pas notre planète qui se meurt un peu aussi à chaque jour? La question de la violence doit absolument être perçue comme un enjeu de santé publique et pas seulement comme un enjeu de sécurité publique. Et comment qu'on fait ça? C'est en centralisant la voix des familles qui sont directement concernées par les enjeux de violence systémique. Et les voix de ces familles-là doivent être davantage centralisées dans l'espace public, puis dans les conversations, puis dans les endroits comme ici aujourd'hui. Je me permets de vous raconter l'histoire de René de Casséus qui vient de perdre son fils à Montréal-Nord, Jason Collin, âgé de 26 ans.
Ronit Cassius, c'était mon intervenante quand j'étais plus jeune à Montréal-Nord. Je suis arrivée ici à 5 ans, donc je suis aussi une immigrante. Pourtant, je travaille puis je parle français. Mais j'habite à Montréal. Désolée. C'était pas mon choix. Je vous parle de Ronit Cassius parce que j'ai grandi dans les HLM de Montréal-Nord, l'endroit le plus défavorisé. L'endroit qu'on a le plus défavorisé, depuis les dernières années au Canada. Et Ronit devait s'occuper de 150 jeunes des HLM. Toute sa vie, Ronit Cassius a passé son temps à s'occuper des jeunes de sa communauté pour qu'aujourd'hui, pratiquement 1 mois, elle perde son fils unique sous les balles. À quel moment est-ce que les voix des familles puis des mamans des personnes concernées par les enjeux de violence vont être entendues, vont être centralisées? Parce que je vous ai entendu, vous avez parlé de l'avenir de vos enfants, vous avez nommé vos enfants. Ça vient me toucher parce que quand vous parlez de l'avenir de vos enfants puis de la justice, ça me fait beaucoup penser à l'avenir de nos enfants, les enfants de nos communautés qui n'ont pas la même couleur que vos enfants. Et si on veut parler de la justice climatique, de la justice environnementale, il va falloir parler des injustices, mais à un autre niveau. Parce que la vie des jeunes compte. Et c'est temps que ça change, puis c'est aussi urgent que l'urgence climatique. Merci. Je vais commencer par dire que Stéphanie est en train de me faire pleurer. Ce qui est en train de se passer est important à 2 niveaux. D'abord, ce que Stéphanie vient de dire, puis aussi le fait que tu as commencé en disant que tu n'es pas sûr que tu vas être réinvité alors que tu as juste dit des réalités qui sont très importantes et je pense très bienvenues dans cette salle-ci. Donc, non seulement tu n'es pas une personne qui est en train de se faire éjecter de la salle, mais je pense que c'est important de nommer à quel point ton discours est bienvenu et est important dans cette salle-ci. Donc, merci beaucoup pour cette intervention très sentie. J'ai envie, peut-être, il y avait beaucoup de questionnements là-dedans, plus qu'une question précise. J'ai envie peut-être de lancer Claude là-dessus. Vu l'engagement de Centraide partout dans la ville, y compris pour soutenir des organismes, précisément, là, on parlait d'un jeune à Montréal-Nord. Quelles sont les actions qui se passent au niveau de Centraide spécifiquement pour mieux soutenir les organismes communautaires? Quand on parlait tout à l'heure de collaboration, de concertation, quelles sont les conversations auxquelles vous avez accès pour faire aussi bouger les différents paliers gouvernementaux avec la crise dont on parlait, la crise des armes à feu, mais de manière plus générale, la question de santé publique qui est la question de violence à Montréal? Merci beaucoup. Moi, je l'ai embrassé, la question de la santé publique et de la sécurité publique. Pour moi, c'était déjà acquis. C'est quelque chose comme ça qu'on en parle. On a eu une réunion cette semaine et j'ai dit à l'équipe qu'une des choses qu'il fallait faire dans les prochains temps, là, avec l'élection du nouveau gouvernement, c'est de s'assurer de faire bonifier le financement des organismes communautaires pour le travail de rue, entre autres. Pour s'assurer qu'on est plus présent puis qu'il y a un travail qui est fait à la hauteur de la communauté. Donc, c'est pas de faire descendre l'argent, mais c'est d'aller comprendre ce que les communautés ont besoin et de faire rencontrer les besoins. Fait que nous définitivement, on fait déjà ce type de financement-là chez Centraide, mais qu'on va travailler très fort dans le but d'augmenter notre financement, 1, mais 2, également d'aller chercher du financement additionnel auprès des différentes instances publiques dans le but de venir appuyer puis s'assurer qu'on n'échappe pas personne. Quelqu'un veut réagir plus spécifiquement à sa question sur parler directement aux familles, comment mettre est-ce que le milieu de la philanthropie peut être en contact plus directement avec les premières personnes concernées par ces réalités-là? Bien, j'ai entendu, moi, deux choses. Là. Oui, entrer en contact avec les familles, mais de donner plus de voix aux familles. Puis je pense que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on pourrait travailler. Puis d'ailleurs, on a déjà eu des échanges avec Ricardo là-dessus, c'est de trouver la bonne façon de le faire. Encore là, l'idée, c'est pas de se substituer, mais c'est de donner, qu'on parlait tout à l'heure, d'amplifier des voix. Je pense que cette voix-là doit être amplifiée parce que, ou ces voix-là, je devrais dire, parce que
on va se le dire, là, la seule fois que le premier ministre du Québec a réagi, c'est quand il y a un Blanc qui a été assassiné en pleine rue. Là. Mm-hmm. Les autres sont suspects d'être des gangs de rue. Oui, exactement. C'est l'éléphant dans la pièce qui est là. Puis, et donc, il y a cette stigmatisation-là qui est très, très importante. Puis, tu sais, quand je disais tout à l'heure, si on demeure silencieux sur des enjeux comme ça, on est complice d'une certaine façon. Je pense qu'en ce moment, ça fait l'affaire de tout le monde de dire on va engager plus de policiers. Tu sais, parce que là, ça rassure qui? Ça rassure les gens qui disent hey, il y a du désordre dans les rues, mais c'est pas eux qui perdent leurs enfants. Anyway, je prends ça avec beaucoup, beaucoup d'humilité, puis j'espère que le fait que je soulève souvent la question de la crise climatique n'est pas interprété non plus comme le fait que je me désintéresse aussi de la détresse puis des problématiques encore plus urgentes peut-être que des gens vivent aujourd'hui. Malheureusement, on vit dans un monde en ce moment où on subit des crises multiples en même temps et on essaie de répondre à ces crises-là sans rien changer du système dans lequel on vit. Puis ça donne ce que ça donne des plasters sur des fractures. Mm-hmm. Puis malheureusement, on vient de traverser une campagne électorale qui a aggravé les fractures. Et c'est intéressant, si on se parle de Montréal, je pense qu'à Montréal, on a peut-être la capacité de se réunir puis de définir ensemble une autre façon de vivre ensemble qui est pas celle qui nous a été présentée, puis qui fait en sorte qu'on ne laisse pas complètement tomber des communautés qui voient leurs jeunes se faire assassiner en pleine rue. Là. Sylvie, peut-être un mot de la fin? Oui, mais je pense que, vraiment, merci Stéphanie. Là, je pense que tu l'as dit de façon très claire et urgente. Puis j'espère que cet appel, le cri de cœur est entendu par tout le monde un peu dans la pièce. Ça me fait... Il y a plusieurs idées, différents points sur lesquels je voudrais réagir. Un, c'est sur la question aussi du risque. On parle souvent de comme... Je l'ai nommé aussi, là, dans la philanthropie, on a peur de prendre des risques parce que c'est considéré trop politique, c'est controversé, c'est trop radical. On ne veut pas faire ces choses-là. Mais si on veut changer les choses dans le fond, avoir vraiment un monde plus juste, parce que c'est tout le monde a un accès à une vie durable, avec dignité, il faut prendre ces risques-là. Parce que si on ne les prend pas, le risque est beaucoup plus grand qu'on va juste... Ça va être le statu quo pour toujours. Puis le statu quo, il veut être là. T'sais, il est très bien rodé, il est très bien implanté. C'est très facile de juste rester dans nos habitudes puis de ne pas changer les choses de profond parce que tous nos systèmes sont là pour garder le système en place. Je ne pense pas que c'est une personne telle qui le fait, mais le système le fait, puis le système veut survivre. Fait qu'il faut se battre, frapper fort pour changer les choses. Puis quand on parle de risque, c'est comme le risque des fondations. Nous, on n'a pas vraiment de risque. On va être correct. En fait, on va faire auditer par le CRA. OK, c'est le plus gros cataclysme qu'on peut vivre, mais comme le reste des personnes concernées, des familles, à Montréal-Nord, ailleurs, c'est comme la vie et la mort. Fait que ça, c'est un vrai risque. Fait qu'il y a cette responsabilité qu'on doit vraiment entendre et écouter. Parce qu'on peut, je pense, avoir un impact. Puis, changer la façon qu'on fait les choses, intégrer ces voies-là. Parce que si on ne fait pas, on ne va jamais résoudre les problèmes. C'est comme les personnes qui vivent les enjeux connaissent les solutions mieux que nous. Fait que, pour moi, c'est clair, c'est évident. Puis c'est tout aussi urgent. Oui, on est le lendemain d'une élection. C'est pour moi aussi une genre de réalisation qu'on est Montréal, où moi, je suis dans une bulle de pensée. Okay? Mais il y a aussi comme une crise de narratif, peut-être. The rise of the right, of populism, que c'est, on peut dire, les immigrants sont le problème de tout, puis ça semble passer. Fait que la philanthropie aussi, je pense, peut faire mieux pour jouer un rôle dans ces questions-là de narratif, de les médias, de les autres espaces pour comprendre c'est quoi vraiment, de quoi qu'on parle, dans quelle société qu'on veut vivre, parce que j'ai de la misère un peu à comprendre comment on est rendu à ce point-ci. Quand on vit ces genres de crises-là, toute urgence, il y a vraiment une déconnexion. La philanthropie, je pense qu'on peut faire plus vraiment là-dedans. Oui. Aussi, l'important, c'est d'avoir plusieurs tactiques, right? De ne pas avoir peur de soutenir des gens qui sont considérés comme qui
qui font des choses radicales, qui demandent vraiment un changement de fond, qui ont ça, ou c'était comme inside game, outside game. Faisons toutes les approches, on a besoin de tous les outils, puis il y a plein de choses qui peuvent rentrer un peu dans les points forts de chaque fondation. Fait que mettons-nous tous dans ça, mais sortons un peu de nos paramètres traditionnels. Puis voilà, je pourrais en parler longtemps, mais je le sais. C'est déjà beaucoup. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce que tu viens de dire que je pense qui est très important, puis peut-être qu'on peut se laisser comme ça, comme mot de la fin, parce que c'était une des conversations qu'on avait eues pour se préparer à ce panel-là. Comment est-ce qu'on amène le milieu philanthropique à être moins risk-averse, en bon français. Je pense que tu viens de mettre le doigt sur quelque chose. Quand finalement les risques dont on parle pour le milieu philanthropique, c'est une enquête de Revenu Canada ou c'est pas du tout le même genre de risque dont on parle dans les communautés lorsqu'il est question carrément, comme Stéphanie nous le rappelait, de vie ou de mort, ou lorsqu'il est question de l'avenir de la planète, ou lorsqu'il est question de trauma intergénérationnel, etc., etc. Donc, je pense que peut-être se rappeler, en fait, lorsqu'on parle de nos risques, quels sont les risques qui sont compris dans les communautés qu'on sert. Ça peut être une recette, peut-être, pour se donner du courage et vraiment faire avancer le progrès que je vois qui est en train de s'amorcer dans le milieu à Montréal. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez aimé cette conversation-là, cette discussion-là. On va s'arrêter ici pour l'instant, mais bien sûr, les panélistes sont disponibles si vous avez plus de questions pour eux, pour les attraper durant l'heure du lunch. Merci beaucoup à tous. Thank you very much to all of our panelists. Merci beaucoup à tous les membres du panel. Bon, j'ai pris des notes tout le long. J'ai des notes partout. Alors, je vais essayer de m'exprimer. C'est bon de venir à Montréal et de voir ces questions à travers une lorgnette locale. Ça résonne beaucoup avec ce qui se passe ailleurs au pays. C'est rassurant et perturbant tout à la fois. Vous savez, j'aimerais vous remercier d'avoir exprimé votre vérité dans cette salle. Et ça résonne avec la conversation qu'on a eue hier lors de la plénière sur le risque, sur... on priorise le confort de qui? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut embrasser le manque de confort. C'est nécessaire. On parle de changement. Le silence renforce le statu quo. Ça, je l'ai bien intégré. Alors, et cet égard dont on a parlé hier, on a passé beaucoup de temps à parler de cela. Et ça ne veut rien dire à moins que cela ne se concrétise, ne mène à des actions. Bon, de toute façon, Claude, on s'ennuie de vous. Au Conseil, votre sens de l'humour est inégalé. J'aimerais dire aussi que, est-ce qu'on pourrait aussi remercier les interprètes? J'ai écouté les interprètes pendant toute la séance. Merci beaucoup de la part des interprètes. Hier, j'ai dit que je viens de Calgary. Mon français n'est pas assez bon pour suivre. Et puis, c'est vraiment incroyable. C'est un ensemble de compétences absolument incroyable. Alors, merci de nous avoir aidés pendant cette conférence. Bon, quand moi avons passé du temps ensemble dans le cadre de l'accélérateur JD, je me rappelle, lors d'une séance, il a demandé pourquoi est-ce que notre fonds de dotation serait déterminé par un ensemble de valeurs différentes que notre exploitation. Et ça a beaucoup résonné avec moi dans cette séance. Aujourd'hui, vous en avez parlé. 100 des donneurs doivent soutenir la cause. Je crois que c'est un beau défi à relever. Il y a plein de ces conversations. C'est la réalité dans le système. Malheureusement, l'argent souvent équivaut au pouvoir. Il faut mettre cela au service du changement dans le monde, dans toutes les voies possibles. Voilà un travail important. Alors, nous avons presque fini. Mais attendez une petite seconde, il y a quelque chose d'autre. Alors, j'aimerais vous présenter
mes excuses à l'avance pour mon français de Calgary. Ça fait 106 jours que je travaille sur Duolingo. Et quand je veux dire quelque chose de plus que j'aime la confiture, les choses deviennent compliquées. Disponible et nous vous invitons à revenir dans la salle plénière pour le déjeuner. And in case I butchered that, en anglais, alors il y a des boîtes à lunch qui sont disponibles à l'extérieur de la salle et vous pouvez rapporter votre lunch dans la salle pour une séance très spéciale. Quelle est cette séance spéciale, demandez-vous? Eh bien, je vous le dis. Hilary Pearson, beaucoup de monde le connaît, va nous fournir une perspective sur la façon de l'évolution des fondations et le rôle qu'il joue comme partenaire, courtier et autres. Ça va se passer ici pendant le lunch. Elle sera jointe par Michael Obdurk-Sabruk de WaterSense et Berlin Base Consultancy qui va fournir sa propre perspective sur certains des changements qui se produisent dans la philanthropie en Europe. Et, petit conseil, il y a une rumeur, peut-être que ce serait un avant-goût d'un livre qui sera publié à la fin novembre. Ouh! Alors, si vous voulez réseauter plutôt, eh bien, vous pouvez aller manger ailleurs, dans le palais, avec votre boîte à lunch. Et après le lunch, il y aura un rassemblement pour les participants noirs autochtones racisés qui œuvrent dans les entreprises philanthropiques. C'est l'un de ces premiers dialogues pour inspirer les futurs leaders en philanthropie et donner l'occasion de réseautage et de conversation. Si vous allez à la visite sur le terrain cet après-midi, allez à l'inscription. Vous savez où ça se trouve. À 13h45, le transport part à 14h. J'irai au centre Saint-Jacques quant à moi pour voir le cirque. Je suis vraiment emballée. Encore un peu plus de français. J'espère que vous avez apprécié Montréal, cette conférence, vos collègues, et que vous avez noué de nouveaux liens, renoué d'anciens liens peut-être, et que vous vous sentez inspiré et énergisé par le travail important dans lequel notre secteur est engagé. Oh God, I'm sorry, I lost it at the end. Bon, désolé, j'ai un peu cafouillé à la fin, là. Alors voilà mon engagement. L'année prochaine, je me serai améliorée. Finalement, joignez-vous à moi pour remercier encore une fois tous nos partenaires généreux, TD Commitment RBC, Jaroslavsky Fraser, Fondation Lucé André Chagnon, Suncor Energy Foundation, Morris Rosalind Goodman Family Foundation, Ashoka Canada et KBF Canada. Une ronde d'applaudissements, s'il vous plaît. Aussi, gros merci au Future of Good et au Philanthrope en tant que partenaire médiatique. J'aimerais aussi remercier Inès, Erika, tout le personnel de FPC d'avoir organisé cette conférence. Ils arrivaient tellement tôt le matin pour être certains que tout se déroulait sans heure et ça fait longtemps que ces personnes travaillent très fort. J'espère que vous aurez un repos bien mérité. Après ça, je vous souhaite une belle fin de journée. On a hâte de travailler avec vous, d'apprendre ensemble. Thank you.